Si vous voulez connaître l'histoire de l'Afrique, l'histoire glorieuse de votre continent, il n'y a pas mieux qu'ici. Bienvenue sur Peuple Eben. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben. Salut à tous, j'espère que vous avez la pêche. Moi en tout cas, ça va. Alors c'est assez paradoxal de voir que beaucoup de gens aujourd'hui, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par désir de ne pas connaître l'histoire de l'Afrique, mais beaucoup de gens aujourd'hui lisent l'histoire de l'Afrique à la traite négrière et à la colonisation. Je pense que l'Afrique vaut mieux que ça. Heureusement d'ailleurs que l'histoire de l'Afrique nous dit carrément le contraire. Nous avons par exemple au XIVe siècle des empires comme l'empire du Ghana, du Mali et du Songhai plus tard vont montrer un niveau de développement de l'Afrique jamais égalé. Au même moment, c'est-à-dire au XIVe et XVe siècle, l'Europe connaît la guerre, la famine et des maladies. L'Afrique, nous dira-t-on, n'est plus reconnaissable. Elle a traversé les razzias de la traite négrière, la surexploitation de la colonisation et l'aliénation de sa culture. Loin de moi l'idée de jouer les victimes, mais il faut reconnaître que l'Afrique a connu une aliénation complète. Sinon, comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un continent aussi riche se retrouve aujourd'hui en queue de fil? Je trouve qu'une chose est sûre, les fléaux, oui les fléaux, car c'est ainsi que je les appelle, ont joué un rôle dans la situation de l'Afrique actuelle. Devant toutes ces choses, une question me vient donc à l'esprit, à savoir à quoi ressemblerait l'Afrique si elle n'avait jamais connu la colonisation et la traite négrière. Eh bien ce scénario a déjà été évoqué. Le plus improbable de ces scénarios est une carte réalisée par un artiste suédois du nom de Nikolaj Sion. La carte date de 1844. Elle est imaginaire. L'auteur a cherché à dessiner ce qu'aurait pu être l'Afrique si l'Europe avait été suffisamment affaiblie pour ne pas reconquérir l'Espagne et la Sicile et coloniser le continent. Dans son scénario, la peste noire en 1353 aurait tué 4 Européens sur 5, affaiblissant durablement le continent du Nord. Les Arabes auraient conquis le Mexique, ce qui leur aurait fourni de l'or et les aurait amenés à cultiver le maïs. La production de tissus de raffia dans l'Empire Congo aurait explosé et conduit à l'industrialisation de cette région. Les bateaux à vapeur auraient accru le commerce sur le fleuve Niger et enrichi le Bénin et le Dahomey. En plus, la carte aurait été dessinée à l'envers ou à l'endroit comme on voudra, de quoi en tout cas casser l'aspect eurocentriste habituel. Pour ma part, ce scénario, bien qu'intéressant, serait certainement loin de la réalité historique. Quelle est cette réalité historique? Posons-nous d'abord la question dans le contexte historique, le vrai contexte historique. Déjà au XIVe siècle, l'Afrique est à l'apogée de son développement. Au nord, les peuples arabes sont puissants et développent des relations commerciales avec les royaumes du sud du Sahara, comme l'Empire du Mali. Plus au centre, le royaume du Congo connaît une richesse très enviable. Cependant, l'Afrique noire n'a pas vraiment de relation avec les Européens. Quand les Européens entrent en scène au XVe siècle, avec les Portugais principalement, ils ne s'intéressent pas à rentrer à l'intérieur des terres. Ils essaient plutôt et même développent des relations commerciales avec les peuples côtiers, avec l'espoir de profiter des richesses africaines, surtout l'or dont ils avaient entendu les histoires fabuleuses, particulièrement à propos du roi du Mali, Mansa Moussa. Ils explorent donc presque toutes les côtes africaines.
Au premier abord, ils n'ont aucun intérêt à rentrer à l'intérieur des terres. Leurs raisons sont d'abord purement commerciales. Ensuite, entre le 15e et le 16e siècle, les intérêts européens vont changer. Ayant besoin de main-d'œuvre pour développer leur culture dans les nouvelles terres des îles américaines, les Européens vont s'intéresser donc à la traite négrière. Ils décident donc de faire la razzia sur les côtes africaines pour capturer les Noirs et faire d'eux des esclaves bon marché et très robustes pour les travaux champêtres. Pour information, la razzia est le pillage des territoires africains en vue de capturer des hommes. Ensuite, entre le 16 et le 19e siècle, ces puissances occidentales, pour étendre leur domination et leur influence sur l'Afrique, vont se lancer dans des conquêtes et des influences territoriales en partitionnant l'Afrique comme cela a été le cas en Amérique. Le point culminant de cette domination est la conférence de Berlin qui s'est déroulée entre novembre 1884 et février 1885. À cette conférence, les Européens vont en effet partitionner l'Afrique selon leur zone d'influence et pour mettre fin à leurs désaccords. Voilà donc, le contexte historique est planté. Imaginons donc l'Afrique au XVIe siècle. Imaginons que l'Afrique n'ait connu ni traite négrière ni colonisation. Que se serait-il passé? Disons que les Européens n'auraient voulu développer que des relations commerciales avec l'Afrique. Dans ce sens, je dirais que les peuples côtiers auraient tiré plus parti de ces relations commerciales pour devenir plus puissants militairement afin d'établir leur domination sur les peuples voisins. Ce fut le cas par exemple de l'Empire Ashanti dont nous avons parlé, qui a profité des relations commerciales avec les Européens sur la côte, même si ces relations commerciales étaient dans un bon nombre de cas appuyées sur la traite négrière, pour rétablir sa domination sur ses voisins et étendre son empire. Une chose est donc claire, les peuples côtiers qui auraient profité du commerce avec les Européens sur la côte auraient eu plus d'influence et auraient cherché à s'étendre dans les terres intérieures, ce qui aurait du coup entraîné des conflits et des guerres de conquête et de résistance. Tout cela aurait certainement propulsé la création de nouveaux empires et de nouvelles entités plus grandes qui seraient devenues de grandes puissances et des hégémonies linguistiques plus stables et auraient créé un équilibre de la terreur entre ces empires. Mais toutes ces choses ne sont que des spéculations. L'Afrique aurait-elle connu une autre trajectoire dans son développement? Bien sûr que oui. Mais la vraie question qui se pose est celle de savoir si la colonisation est à la base du sous-développement en Afrique. La réponse pourrait paraître injuste aux yeux de plusieurs, mais je crois personnellement que la colonisation a emmené une certaine sorte de déstabilisation économique, mentale, spirituelle et culturelle en Afrique. Cela est un fait, il ne faut pas le dénier. Mais au-delà de ce fait, il faut se rendre compte que les Africains doivent être responsables de ce qui leur arrive. Nous ne pouvons pas tout le temps mettre la responsabilité de notre sous-développement sur la colonisation ou sur d'autres peuples. La colonisation ou la traite négrière ne sont pas de notre fait. Nous pouvons l'imputer à l'Europe, mais notre sous-développement est quelque chose qui nous est totalement imparti. Bien sûr, nous n'avons pas demandé la traite négrière, nous n'avons pas demandé la colonisation. Elle nous a été imposée. Mais toutes ces choses sont arrivées pour une raison. Elles sont arrivées parce que l'Afrique d'ensemble n'avait pas une hégémonie et que les entités impériales étaient plutôt dans une logique de développement et de protection individuelle. L'Afrique d'antan n'avait pas de notion de panafricanisme que nous connaissons aujourd'hui. Chaque peuple se protégeait
et se développaient comme ils le pouvaient. En plus de cela, la puissance militaire des Européens était imparable. Ensuite, les Européens ont joué des jeux d'alliance entre les peuples pour les dominer. Il est clair que ce jeu jouait absolument à leur avantage. Un exemple concret de ce jeu d'alliance est celui de l'Empire Ashanti. Quand les Britanniques arrivent sur les côtes Ashanti, ils jouent des divisions qui existaient entre le peuple Ashanti et les autres peuples qui existaient sur le territoire. Toutes ces alliances avec les peuples ennemis des Ashanti vont contribuer à la chute du royaume Ashanti. Ceci dit, je crois que la question est mal posée. Elle est mal posée dans le sens où ces événements sont déjà arrivés. Et il serait vraiment absurde de se poser la question sur des événements qui sont déjà arrivés et qui ont eu des conséquences. Je pense qu'en tant qu'Africains, nous devons en tirer les conséquences et prendre la responsabilité de nos échecs pour une fois. Nous devons essayer de voir où nous avons failli et en tirer les conséquences. Il est temps de prendre en main notre destin et d'arrêter de nous identifier à d'autres peuples, parce que aucun peuple ne viendra travailler pour notre liberté et notre développement. Il est temps d'apprendre à s'unir, il est temps d'apprendre à arrêter d'avoir des dirigeants corrompus, appâtés par le gain et la politique du ventre. Je crois personnellement que l'un des problèmes majeurs de l'Afrique est le manque d'échanges commerciaux entre États africains. La corruption alimentée par le secteur à l'aide, le tribalisme et la politique identitaire, entre autres. Jusqu'à ce que nous réglions vraiment ces problèmes, il est clair que les pays africains vont accuser un retard économique considérable. Et comme je le disais plus haut, en tant qu'Africain, je place la colonisation à la charge des Européens. Mais tout ce qui est advenu après l'indépendance est la faute des Africains. Ils ont permis que cela perdure depuis plus de 50 ans. La véritable raison pour laquelle l'Afrique est toujours à la traîne sur le plan économique en tant que continent est la suivante. Nous n'échangeons pas entre Africains. Nous n'avons pas d'échanges commerciaux. Nous ne pensons pas à long terme. Et surtout, nous aimons importer des produits d'Europe et de Chine sans raison. Les exemples sont nombreux. Nous importons le coton, les légumes, la viande, tout en sachant que l'Afrique est un continent riche. Nous avons tout ce qu'il faut, le climat, les terres arables, tout ce qu'il faut pour produire tout ce que nous pouvons produire ici et nourrir notre peuple. Il est regrettable que les hôtels en Afrique n'aient d'autre choix que d'importer du poulet d'Amérique, du beurre de France et des produits frais tels que les tomates et les légumes. Et nous pouvons bien entendu produire toutes ces choses sur nos terres africaines, ici et par ailleurs. Nous pouvons dès aujourd'hui commencer à produire tous ces produits de première nécessité, créer des emplois sur nos terres et empêcher notre jeune génération de prendre la Méditerranée et d'aller en Europe. Créer un climat économique favorable et réduire la misère. Voilà de quoi il s'agit. Je pense personnellement que si après les indépendances, l'Afrique avait mis à l'écart les Européens, cela les aurait forcés à développer des échanges commerciaux entre eux et favoriser par ricochet l'industrialisation du continent. Au lieu d'exporter par exemple des matières premières, ils auraient pu développer leur industrie afin d'exporter des produits finis et obtenir des revenus. Aujourd'hui, il est honteux pour notre continent d'importer des produits finis comme le chocolat de la Belgique, de la Suisse et même de la France. Alors que en Afrique, nous avons par exemple la Côte d'Ivoire qui est le premier producteur de cacao dans le monde. Il est dommage de voir par exemple le Nigeria qui est l'un des premiers producteurs de pétrole en Afrique manquer cruellement de pétrole, avoir des pénuries de pétrole et cela régulièrement.
comment cela peut-il se faire? La liste peut encore continuer. Nous avons par exemple la RDC qui est un cataclysme minier mais qui n'arrive pas à se développer. Je sais, me dira-t-on, que les influences européennes, les lobbies et leur puissance militaire nous empêchent de nous développer. Je pense personnellement que toutes ces choses ne sont que des excuses. Je pense que si nous commençons déjà à faire le premier pas, à faire des choses nécessaires comme éradiquer la corruption, faire de telle sorte que nos populations aient à manger et faire de telle sorte que nos jeunes puissent trouver du travail sur nos terres, nous aurons déjà commencé à faire un grand pas pour notre continent. Commençons déjà à faire des choses simples au lieu de mettre la faute sur les autres. J'en appelle à la responsabilité des Africains. Il faut simplement comprendre que les Européens ne viendront pas développer notre continent à notre place. Les Européens sont assez occupés à développer leur propre continent, à défendre leurs propres intérêts. Qu'en est-il de l'Afrique? Il faut comprendre aussi que les pays qui commercent les uns avec les autres ont tendance à être pacifiques les uns envers les autres. Après la Seconde Guerre mondiale, par exemple, en Europe, l'Allemagne et la France sont devenues amicales. Non pas parce qu'elles s'appréciaient, mais parce qu'elles obtenaient des avantages mutuels en échangeant des biens et des services. Si les pays africains avaient commercé entre eux, s'ils avaient établi des traités de commerce bilatéraux et avaient avantagé ou encore mis en exergue les échanges commerciaux entre peuples africains, je pense personnellement que l'Afrique serait très avancée. Si l'Afrique n'est pas vraiment développée, la responsabilité doit nous incomber en tant qu'Africains de faire de telle sorte que nous sortions du sous-développement. Nous devons arrêter de mettre la faute sur les Européens. Bien sûr, ils ont leur responsabilité à jouer. Ils ont eu leur responsabilité à travers la colonisation. Mais aujourd'hui, nous devons faire de telle sorte, en tant qu'Africains, de sortir de cette prisme d'accusation des autres continents en ce qui concerne notre sous-développement. J'en arrive à la conclusion que les vraies questions que nous devons nous poser ici sont de savoir comment tirer les leçons de notre chute face aux Européens et quelles sont les choses à faire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs de l'esclavage et de la colonisation. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Eben.